Allez, vite, vite. Bazar. Voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce qu'il y a des histoires d'interprètes qui sont obligés de partir très très vite parce qu'elles doivent aller interpréter d'autres auteurs sur d'autres plateaux. Donc dès qu'on prend un peu de retard, ça décale tout ça. Mais voilà, ils sont formidables aussi, ils courent d'un endroit à un autre. Donc ce plateau, Une jeunesse tronquée, avec Christopher Jansma, on prononce Jansma, Jacqueline Woodson, qui est à côté, et puis Carla Suarez. Alors, on va commencer tout de suite par Christopher Jansma, puisque Claudine Carpenter, qui va le traduire, est obligée de partir très vite ensuite pour aller traduire des masterclass, je crois. Alors, Christopher Jansma, et ben voilà, on va faire connaissance avec lui. Il vit on sait très peu de choses sur lui. Hein. Il vit et travaille à New York. Odyssée, son deuxième roman après La robe des léopards, paru chez Jacqueline Chambon en 2013. Et ce livre, New York Odyssée, dont nous allons parler aujourd'hui, a été traduit par Sophie Troff. Et je vous en dirai pas plus, parce que j'en sais pas plus, si ce n'est quand même un peu sur l'histoire, que va nous résumer Christophe Daniel, qui vient nous présenter ce plateau. Christophe Daniel vient d'une librairie qui s'appelle La 25e, qui est dans le 15e, la 25e heure, pardon, la 25e heure. C'est ça. Vous fêtez pas un anniversaire, vous? Non, Non, pas cette année, d'anniversaire. mais... Ah non, je te demandais pourquoi 25e heure, c'est ça? Oui. 25e heure, c'est un hommage au livre de Virgile Gheorghiu, bien sûr. Et puis plus largement, l'idée qu'une 25e heure pourrait être consacrée, par exemple, à la lecture, un peu hors du temps. Voilà, alors donc c'est Christophe Daniel qui va animer. Je m'excuse auprès de la régie parce qu'on a dû décaler tout le plateau, donc il est un peu décentré, mais je crois que vous l'avez repéré. Et on va commencer tout de suite donc par ce livre New York Odyssey. Je vais demander tout de suite au lecteur André Bodinière de venir sur le plateau et d'attendre quelques minutes parce que Christophe voudrait faire un petit résumé du livre avant. Voilà, je vais vous présenter un petit peu le roman de Christopher. Donc, le roman démarre à la fête annuelle de Noël qui est organisée par une galerie d'art contemporain, la galerie K, et qui a lieu dans un hôtel de luxe, le Waldorf Astoria, en plein cœur de Manhattan. Et là se pressent les gens en vue, des artistes, des acteurs, mais aussi le groupe d'amis inséparables qui est au cœur du roman. Ce groupe d'amis, à savoir quatre personnes. Il y a Sarah, qui est journaliste, Georges, son compagnon, qui lui est astronome. Il y a Jacob, qui est un écrivain, poète, mais aussi infirmier en hôpital psychiatrique, qu'il faut bien vivre. C'est un petit peu la figure irréférencieuse du groupe. Et puis il y a surtout Irène qui est une jeune artiste peintre, assez charismatique et un petit peu le pivot du groupe. Alors un cinquième personnage va se greffer, si on peut dire, William, qui lui travaille dans le secteur bancaire. Il n'a pas à se passer d'amitié avec ce petit groupe, mais en revanche il a peut-être un avenir amoureux avec Irène. On verra ça. Mais la nouvelle année sera marquée par l'événement qui constitue la trame du roman, à savoir la maladie d'Irène. Ça va bouleverser tout leur groupe, toute leur vie, toutes leurs attentes, tous leurs rêves. Ils étaient venus pour manger la grosse pomme à pleines dents et chaque itinéraire, enfin l'itinéraire de chacun va être bouleversé par cet événement. Voilà. Tout de suite, donc, le résumé par un jeune étudiant du Centre dramatique de Vincennes, si c'est bien ça. Eh bien, allez-y, je vous en prie, André. Nous sommes venus en ville parce que nous voulions une vie désordonnée, voir ce que nos échecs avaient à nous apprendre et ne satisfaire que nos désirs les moins raisonnables, et non pas revenir à la vie en se rendant compte que nous n'avions jamais été morts. Nous voulions explorer les possibles, sucer la moelle de la vie, crouler sous le travail jusqu'à notre dernier souffle.
Si nos patrons se montraient mesquins, nous porterions un toast à leur méchanceté pure et entière, à grand renfort de vodka cranberry et de verre de Bourbon. Et si nos compagnons de beuverie se révélaient sublimes, nous rentrerions à l'aube en titubant sur les rues pavées de la vieille ville. Une douche chaude, une chemise propre, et on survivrait jusqu'aux lumières du soir. Car le reste du monde avait conclu un peu vite, à nos yeux, que le destin ultime des hommes était de rendre grâce à Dieu chaque vendredi en priant que Netflix ne les abandonne jamais. Nous vivions avec frénésie, comme des oiseaux-mouches, même si les DRH prétendaient que notre engagement était précieux et nos retours appréciés. Cette année encore, il n'y aurait pas d'augmentation. Comme des moustiques, nous harcelions nos patrons que nous ne connaissions même pas, incapables de se servir d'Internet, pour qui nous n'étions bons qu'à ouvrir des comptes Facebook pour espionner leurs enfants, synchroniser leur iPhone avec Outlook ou expliquer la nature d'un tweet et surtout son utilité. On voulait crier « À la retraite ! Dégagez le passage, vous et vos gros pouces maladroits, vos trous de mémoire et votre nostalgie de l'année 76. » Nous les détestions. Nous voulions qu'ils nous aiment. Nous voulions être eux, sans jamais, jamais être comme eux. Complexité, complexité, complexité. Que nos vies soient alambiquées et sans point final, que nos comptes soient dans le rouge et nos allocations réduites. Prenez nos cotisations et que la sécurité sociale croule. En faillite depuis le départ de chez nos parents, nous allions construire notre propre sécurité. La retraite appartenait à l'ancien monde auquel nous ne croyions plus. Merci. Merci André, merci beaucoup. Et ben voilà, vous aurez compris que ces jeunes, ils en veulent et qui, voilà, débarrassons-nous des vieux, prenons la place. Voilà. Alors, j'ai présenté brièvement les 5 personnages principaux du roman, mais évidemment, le roman se passe à un endroit bien précis, à New York. Et je voulais savoir si ce décor, New York, est-ce que ce roman pourrait se passer dans une autre ville que New York, ou est-ce que la spécificité de New York génère des sentiments et des comportements propres à la personnalité de cette ville? Thank you so much. That was beautiful. I just wanted to say. I think the novel takes place in New York because it was the city that I knew the most dearly. I wanted to write a novel about the way that young people, like these characters, can, in a city like New York, or perhaps like Paris as well, stay young a little longer than maybe elsewhere, and at the same time be dealing with some of the first adult decisions that they've had to deal with. I came out on the theme. I was teaching a course in children's literature, and I was reading Peter Pan with my students, and I never read it before, and I realized it's really a horrible, sad book about how awful it is to be stuck in being a child forever, which is not what I thought. Merci beaucoup, c'était très beau, votre lecture était très belle. Alors oui, j'ai choisi
la ville de New York, tout simplement parce que c'est la ville que je connais le mieux. Et je voulais écrire un roman sur comment les jeunes qui vont dans une grande ville comme New York et sans doute Paris restent jeunes en quelque sorte plus longtemps, mais aussi doivent faire face à des décisions adultes très rapidement. Alors l'idée m'est venue quand j'enseignais un cours de littérature pour enfants, et justement j'enseignais quelques cours sur le livre de Peter Pan. Et je me suis rendu compte que ce livre, que je n'avais pas lu auparavant, était un livre assez horrible, assez effroyable, justement sur rester enfant à tout jamais. Alors, il y a un écrivain français qui s'appelle Raymond Queneau, décédé aujourd'hui, qui avait l'habitude de dire que la plupart des romans pouvaient se ranger du côté de l'Iliade ou de l'Odyssée. Le vôtre, j'ai l'impression qu'il appartient aux deux, et j'ai l'impression qu'il y a une première partie qui pourrait facilement s'apparenter à l'Iliade dans ce portrait de groupe et puis dans cette guerre menée contre la maladie d'Irène. Et cette deuxième partie qui serait plus l'Odyssée et le retour de chacun en soi par rapport aux événements qui se sont passés précédemment. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que vous avez voulu le construire? Yes. I began writing the novel shortly after my sister passed away when she was fairly young, and I was looking for novels or books that felt like they could teach me something about how to deal with that loss. And the Iliad seemed perfect for the story of the fight that we had against, she had cancer, and this sort of epic battle that took place. And but then I also wanted in the second half of the novel the Odyssey, which is the grieving and the return home after the war. Oui, en effet. J'ai commencé à écrire ce roman peu après le décès de ma sœur, qui est morte très jeune. Et je cherchais un peu des livres qui apprenaient comment gérer ce deuil. Donc oui, le début, en effet, c'était justement l'histoire de cette bataille contre le cancer. Ma sœur est décédée d'un cancer et c'était cette guerre contre le cancer. Mais la deuxième partie a à voir avec l'Odyssée et justement comment on gère tout ce processus de deuil. Alors, dans ce groupe d'amis, on a l'impression qu'ils fonctionnent un petit peu comme une famille, et de manière peut-être surprenante ou pas, les familles de chacun sont assez absentes dans le roman. On les voit peu, très brièvement. Est-ce que c'était aussi une volonté que vous aviez de les faire exister uniquement par eux-mêmes dans le roman? Yes, their families are far away mostly. They're not, only one character grew up in New York, and his mother lives in Queens, which is not far, but can feel very far away from Manhattan, where he lives. And I wanted a chance to see these characters, being adults themselves and dealing with this illness on their own, so that we get a chance to see how they can't just call their parents and ask for help. And Irene, who's the one who's ill, has a very mysterious past, and no one knows where she's from exactly, and can't reach her family to tell her that she's sick. And it was something I experienced when my sister was ill. My friends that were there with me in the city were my family at that time, and they helped me through her loss, and they were the ones that I talked to the most about it. My own family is wonderful, but they live far away, and so I don't get to talk to them all the time. And so I started to appreciate my friends as a kind of another family. Alors oui, en effet, la famille est très loin dans le roman. La famille de tous les personnages habite très loin. Il y a un personnage qui a grandi à New York,
dont la mère habite à Queens, mais quand on habite Manhattan, Queens, ça semble très très loin. Donc je voulais en fait que mes personnages se comportent comme des adultes, qu'ils gèrent cette maladie tout seuls. Je voulais qu'on voit qu'ils ne peuvent pas appeler les parents pour demander de l'aide. De plus, Irène a un passé mystérieux et c'est très difficile de contacter sa famille. Quand ma sœur était malade, mes amis sont devenus en quelque sorte ma famille. C'est eux qui m'ont aidé à gérer ce deuil. Ma famille est merveilleuse, extraordinaire, mais ils vivent très loin. Donc c'est vraiment mes amis qui sont devenus une sorte de famille pour moi. C'est un livre très, très attachant. Puis alors, il y a à la toute fin du livre des phrases, tout un paragraphe sur la ville, ce qu'est la ville. C'est assez extraordinaire. Pourtant, il écrit « Pourtant, ma ville n'est pas votre ville, et aucune de nos villes n'est la même que la ville qui appartient aux autres. À tous ceux, quelque part, qui en cultivent le souvenir ou l'espoir, il existe une ville qu'aucun de nous ne connaît, etc. etc. » C'est toute une réflexion sur la ville qui est absolument passionnante. Vous voyez, sur un sujet aussi grave et où l'écueil aurait été peut-être de tomber dans le sentimentalisme ou le mélodramatique, là, on a juste de l'émotion. Voilà, New York Odyssey de Christopher Jansma qui est paru chez Rue Fromentin. On enchaîne avec Jacqueline. Et merci à Claudine. Merci Claudine. Alors, Jacqueline Wilson. Ma chère Hélène, tu vas faire la traduction entre les deux, voilà, comme ça, mais tu le fais très bien habituellement, il n'y a aucune raison, ils sont tous formidables, nos interprètes, ils sont formidables. Donc, Hélène Bury qui va traduire Jacqueline Woodson, Hélène qui a une intervention, elle aussi, un peu plus tard, et là, nous allons parler d'un livre qui s'intitule « Un autre Brooklyn », paru chez Stock en janvier 2018, traduit par Sylvie Schneider, je ne sais pas comment on prononce, j'espère que j'écorche pas trop son nom. Alors, Jacqueline Woodson, elle est née à Columbus, dans l'Ohio, elle vit à Brooklyn et a écrit une trentaine de livres, romans, poésie, essentiellement pour les adolescents, mais aussi pour les adultes. Elle a également signé quelques albums pour les plus jeunes. Elle est l'auteure d'une vingtaine de livres quand même pour la jeunesse qui lui ont valu les prix les plus prestigieux, dont le National Book Award. Et puis, elle a plus récemment reçu le prix Alma 2018 qui a été annoncé à la 55e foire du livre de jeunesse de Bologne. En janvier 2018, elle a été nommée pour 2 ans ambassadrice nationale, j'ai perdu ma page, de la lecture des jeunes aux États-Unis, la lecture pour les jeunes aux États-Unis. Un autre Brooklyn est son premier roman pour adultes. Et là aussi, on va faire la connaissance. Tu veux faire aussi le résumé avant ? Oui, je vais faire là, un petit et là résumé. aussi, on fait la connaissance de plusieurs personnages. Mais je vais demander tout de suite au lecteur ou à la lectrice, c'est une lectrice, de venir se mettre en place pour se préparer à lire la première page tout à l'heure. C'est Suzy Dupin qui nous revient. On y va, voilà, cher alors, on est de nouveau Christophe. à New York et l'histoire commence lorsque la narratrice, Auguste, revient à New York pour l'enterrement de son père. Auguste est une jeune femme d'environ 35 ans, elle est anthropologue et dans le métro, après l'enterrement, elle va rencontrer Sylvia, une des grandes amies de son enfance, avec laquelle elle formait un groupe de 4 filles inséparables, soudées et très solidaires face aux divers dangers et à l'adversité qu'elle rencontrait. Cette rencontre va la faire se souvenir, et ces souvenirs vont nous être livrés par bribes, de manière fragmentée, et vont nous raconter l'histoire d'une petite fille de 8 ans, arrivée à Brooklyn un été 73, après avoir quitté le Tennessee et les drames familiaux, pour y vivre avec son père et son petit frère de 4 ans, sans sa mère, dont Auguste se persuade qu'elle reviendra demain, ou encore demain, ou encore demain. Sa rencontre avec Sylvia, Angela et Gigi va lui permettre de supporter cette solitude terrifiante et partager avec ses amis le fardeau de grandir en tant que fille dans le Brooklyn des années 70. Voilà, on écoute un extrait avec Suzy Dupin, merci. Longtemps, ma mère n'a pas été morte.
Mon histoire aurait pu être plus tragique. Mon père aurait pu sombrer dans l'alcoolisme, se shooter ou être ensorcelé par une femme et nous abandonner, mon frère et moi. Ou pire encore, nous confier au service de l'aide sociale à l'enfance de la ville de New York, où d'après lui, les choses se terminent rarement bien. Il ne nous est toutefois rien arrivé de tel. Je sais désormais que la tragédie ne se vit pas sur le moment, mais dans le souvenir. Si nous avions eu le jazz, aurions-nous survécu autrement? Si nous avions su que notre histoire était un blues à refrain, aurions-nous relevé la tête? Nous saurions-nous répéter à l'envi « c'est un souvenir » jusqu'à ce que la vie ait un sens? Où serions-nous maintenant si nous avions su qu'il y avait une mélodie au cœur de notre folie? Quand même Sylvia, Angela, Gigi et moi, nous sommes réunis à la manière d'une impro de jazz, figures de notes blanches s'accordant timidement les unes aux autres jusqu'à ce que l'ensemble trouve son harmonie et qu'on ait l'impression que la musique était composée depuis toujours, nous n'avions pas le jazz pour nous expliquer qui nous étions. Nous avions la musique du top 50 des années 70 qui s'essayait à raconter notre histoire. Elle ne nous a jamais vraiment perçus. L'été de mes 15 ans, mon père m'a envoyé chez une femme qu'il avait connue par l'intermédiaire de ses frères du mouvement La Nation de l'Islam. Une sœur instruite, m'a-t-il affirmé, à qui je pourrais parler. Ce que je faisais à peine à l'époque. Moi qui avais été volubile, j'étais soudain silencieuse, le souffle coupé, en proie à une mélancolie incompréhensible pour ma famille. Sœur Sonja se distinguait par sa minceur et son visage brun, tout en angle, sous un hijab noir. Pour moi, cette femme voilée aux doigts fuselés, aux yeux sombres et inquisiteurs, en est venue à incarner la thérapeute. Peut-être était-il déjà trop tard. Qui n'a pas subi de petites tragédies au cours de sa vie, me demandait souvent sœur Sonja. Comme si saisir la profondeur et l'ampleur de la souffrance inhérente à la condition humaine pouvait suffire à m'arracher à la mienne. En un sens, mon frère et moi, qui avons grandi sans mère, étions pourtant presque complets. Mon frère avait la foi que mon père lui avait transmise. Moi, j'avais Sylvia, Angela et Gigi. Et nous nous partagions à 4 le fardeau de grandir en tant que fille à Brooklyn, comme s'il s'agissait d'un sac rempli de cailloux que nous nous passions en nous disant « Tiens, aide-moi à le porter ». Merci, merci beaucoup. Alors, Jacqueline, ma première question, le livre, j'ai vu, était dédié au quartier de Bushwick, excusez-moi pour ma prononciation, à Brooklyn, où se passe l'enfance de ces 4 amis. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu à quoi ressemblait ce quartier de Bushwick dans les années 70? C'était visiblement un autre Brooklyn. Yes. Thank you for that reading. It was lovely. And thank you, Sylvie, who is here somewhere, for the beautiful translation. Merci pour la lecture, c'était vraiment très, très beau. Et merci également à Sylvie pour la traduction qui est quelque part dans le public. Bushwick in the book is a real place. It is a real place. And between 1970 and 1990, it was a place where Black people came to through the Great Migration, and Latino people came to through immigration. And it was a working class community. And then it got discovered by white hipsters and became a place where the first community of Black and Latino people began to disappear, and it became more of a place where wealthier young white people would live. And as a result, the reason I dedicated to Bushwick between 1970 and 1990 is because I wanted the place that it was to be remembered. And so it's a biography of a place. That part of everything about Bushwick in the book is true.
Alors effectivement, donc Brunswick est un lieu qui existe réellement. Et entre les années 1970 et 1990, il y avait principalement une communauté noire là-bas qui venait de la migration. Il y avait également une communauté latino. C'était principalement des classes ouvrières. Et un jour, ce quartier a été découvert par les Blancs. Et il y a eu de moins en moins de Noirs, de moins en moins de Latinos. Et des Blancs beaucoup plus riches se sont installés dans le quartier. Et c'est pour ça que je voulais vraiment dédier le roman à cet endroit, mais à cette époque également, le Brunswick des années 70 à 90, parce que je voulais qu'on s'en rappelle. C'est une espèce de biographie de ce quartier. Et alors, la forme de votre récit est très particulière et très forte aussi. Ce sont des paragraphes avec des espaces blancs entre ces paragraphes. Ça donne une grande force poétique, musicale presque. Il était question dans le passage qu'on nous a lu d'impro jazz ou de blues. Est-ce que vous avez voulu le construire un peu comme un long blues ou une impro jazz justement ou quelle était l'idée que vous aviez en tête en utilisant cette forme de paragraphe? So the book, I think of it as 3 parts. It's the biography of Bushwick. It's the novel that is the story of the 4 girls, and that's the narrative. That's the part that I made up. And then it's the poetry. It's the way it's laid out with the line breaks and the spaces between paragraphs that I wanted to sound like jazz, and I wanted to sound like poetry, and I wanted to have a certain rhythm to it so that when you get to the end of that paragraph, you know to take a breath and to reminisce on what you just read so that that sinks in before you go to the next paragraph. In the same way that poetry does, in the same way that jazz has these moments where the music is everywhere and then it's quiet. So it was very intentional. Alors effectivement, pour moi, ce roman, il est composé de 3 parties. Il y a la biographie de Bushwick, il y a l'histoire des 4 jeunes filles qui, pour le coup, est inventée, et il y a l'aspect poésie. Effectivement, je l'ai fait intentionnellement d'avoir comme ça des paragraphes avec des espaces qui les séparent. C'était à la fois pour rappeler le jazz, la poésie et donner un certain rythme au roman. C'était pour que quand on arrivait à la fin du paragraphe, on puisse respirer et repenser à ce qu'on venait de lire. C'est vraiment pour créer un espèce de rythme, pour rappeler la poésie, le jazz, parce qu'en jazz c'est pareil, bien souvent il y a beaucoup de musique et tout à coup ça s'arrête. En tout cas, je l'ai fait de façon complètement intentionnelle. Et alors, en plus de ces espaces et de ces respirations pour le lecteur, il y a aussi une volonté, ou pas, vous allez nous le dire, de ne pas tout dire, de ne pas tout expliquer, d'être beaucoup dans l'ellipse, dans la suggestion. Est-ce que vous aviez envie, par cette façon-là, de faire travailler un peu plus l'imagination de votre lecteur? Yes, I never want my books to be like television, where every question you ask is answered in the narrative. I think with good literature, the reader meets the writer halfway, and what the reader brings is their own experiences to the narrative, and together we make that story. So I think about the way I create the characters, even the description. I don't do a lot of description. I don't use a lot of adjectives. And I really want you to get a sense of who these people are and then kind of fill it in with your own experiences and memories. And I think that's where novels, narratives meet people and get people to feel empathy for the characters because they see parts of themselves in the story. Effectivement, alors je le fais exprès, tout simplement je ne veux pas que mes romans ressemblent à de la télévision et qu'à chaque question qu'on se pose, on ait la réponse aussitôt. Pour moi, en littérature, il y a l'écrivain d'un côté et le lecteur de l'autre, et quelque part on se rencontre et on écrit l'histoire ensemble. Donc même dans la description de mes personnages, j'ai tendance à ne pas utiliser beaucoup d'adjectifs, à ne pas en dire trop. Moi j'essaye de donner une idée du personnage au lecteur, et après c'est au lecteur de rajouter un peu ce qu'il veut dedans. Et pour moi, c'est comme ça qu'on peut trouver l'empathie du lecteur, parce qu'il va se reconnaître dans le personnage puisqu'il l'a créé partiellement.
Et alors, je voulais savoir aussi, il y a entre cette grande sœur de 8 ans et ce petit frère de 4 ans beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, de l'amour aussi pour leur père. Et en même temps, vous faites dire à Auguste à plusieurs reprises qu'elle se sent différente de son frère et de son père. On l'a entendu dans l'extrait, là, on sait que le père a transmis à son petit frère, donc au fils, la foi, et que Auguste, elle a Angela, Sylvia et Gigi. Est-ce que cette différence, elle est une différence de sexe? Est-ce qu'elle est une différence liée à la foi ou à la religion? Parlez-nous un peu de cette différence entre Auguste et son frère et son père. Yes, so August is older than her little brother, and it's true, they do love each other dearly. And her father tried to give the faith to both of them, but it's a faith rooted in patriarchy. So even as August is a part of it, she feels outside of it. And her friends are like her religion. They become her family. And I think when I think about faith, I think it's where people go to find hope and to find mirrors of themselves and a stronger sense of themselves. And August gets that in Sylvia, Angela, and Gigi. So she doesn't need it in her father's faith. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, Auguste est plus vieille que son petit frère et elle l'aime tendrement. Le père, techniquement, essaye de transmettre sa foi aux deux enfants, mais cette foi est basée dans le patriarcat. Et du coup, même si Auguste entend bien son discours, elle se sent extérieure à celui-ci. Et pour elle, ce sont ses amis qui sont sa famille. Parce que qu'est-ce qu'on va chercher dans la foi? On va chercher l'espoir et un miroir de nous-mêmes. Et Auguste, elle retrouve ça dans ses 4 amis. Du coup, elle n'a pas besoin de la foi. Et alors, à la fin du livre, il y a aussi quelque chose de formidable dans le livre de Jacqueline Woodson. C'est une réflexion sur l'écriture, sur la relation d'un auteur avec ses personnages. Et ça se termine comme ça. En fin de compte, un écrivain vit seul avec son histoire, se débat avec les personnages, le cadre, la façon dont la lumière éclaire une scène et en disparaît. Les messages plus profonds lui échappent souvent. Tantôt je prends pour un dû l'écriture d'un roman, cette traversée des apparences. Tantôt je maudis la puissance de la muse. L'un dans l'autre, je vis chacune de mes journées inondée de gratitude. Nous aussi, nous sommes inondés de gratitude en lisant ce livre. Jacqueline Woodson, Un autre Brooklyn, paru aux éditions Stock et traduit par Sylvie Schneider. Voilà, et nous allons enchaîner maintenant avec quelqu'un que je connais beaucoup bien, que l'on a accueilli souvent ici et ailleurs, d'ailleurs, Carla Suarez, qui est née à La Havane. Elle est ingénieure en informatique. Alors, elle a vécu un peu partout, en Espagne, tout ça. Actuellement, c'est à Lisbonne, je crois. Elle a déjà plusieurs livres qui ont été édités en France. Tropique des silences en 2002, La voyageuse en 2005, La Havane année zéro en 2012. Et puis, alors là, on va parler d'un très très beau livre qui s'intitule Le fils du héros. Et je suppose que Christophe va nous le résumer. Christophe qui est un merveilleux lecteur. Je vais essayer de le résumer, mais il y a tellement de choses dans ce livre que c'est difficile. Mais voilà, je vais déjà présenter le fils du héros. Le fils du héros, c'est Ernesto. On est à La Havane dans les années 80. Et le roman démarre le jour où l'enfance d'Ernesto s'est terminée. Alors après le premier choc de voir son meilleur ami embrasser la fille de ses rêves, Ernesto rentre chez lui et là il apprend que son père, qui est parti faire la guerre en Angola, ne reviendra jamais. On fait ensuite des bonds dans le temps parce que le livre est construit en flashback parfois et puis à une période plus proche de nous où Ernesto est à l'âge adulte. Là, il vit à Lisbonne avec sa femme et Ernesto, depuis ses 12 ans, nourrit une obsession et veut absolument comprendre cette guerre que Cuba menait en Angola et éclaircir les circonstances de la mort de son père qui paraissent assez obscures.
On découvre l'extrait? On découvre l'extrait, voilà. Alors On en c'est parle. Hélène Monnery qui nous en donne lecture. Merci Hélène. Mon père a été tué un après-midi sous un soleil de plomb, mais nous ne l'avons appris que plus tard. Il était à l'autre bout du monde, dans la forêt obscure d'Angola. Et nous, dans l'île, où la vie continuait plus ou moins comme d'habitude, sous notre soleil quotidien. Plusieurs jours après sa mort, ignorant encore ce qui s'était passé, je courais dans le bois de la Havane sur les talons du capitaine Tempête, la fille qui me plaisait. Quelques mètres devant moi courait Henri de Lagardère, mon meilleur ami, beaucoup plus rapide et plus fort, ce qui m'obligeait à faire de furieux efforts au mépris des broussailles qui me griffaient les jambes. Moi, j'étais le comte de Monte Cristo. À vrai dire, j'aurais préféré être le lion de Damas ou même Lagardère, parce que ce truc de creuser des tunnels pour m'échapper du château d'If ne me paraissait pas très amusant. Mais comme c'était Tempête qui avait distribué les rôles, je n'étais pas trop mécontent. Après tout, j'étais un comte, ce qui l'obligeait de temps en temps à courber la tête devant moi en signe de révérence, tout en me regardant droit dans les yeux, avec le sourire de ses 12 ans, qui commençait à ressembler davantage à une provocation féminine qu'à un simple regard de fillette. C'est mon père qui nous avait fait découvrir cet endroit du bois, sans se douter que nous ne pourrions plus nous en passer. Il nous avait offert ce petit bout du monde où nos personnages préférés pouvaient vivre, loin de la télévision, leurs aventures en nous. Il était un des rares habitants du quartier à posséder une voiture, et le seul à ne pas considérer cet engin roulant comme une relique, un signe de statut social ou une pièce de musée à maintenir hors de portée des autres pour qu'ils ne l'abîment pas. Non. Pour mon père, la voiture, c'était de la tôle qui pouvait se déplacer. Et si lui en avait une, tous les autres devaient en profiter. Aussi, certains dimanches, quand il sortait dans la rue avec un seau d'eau et des éponges pour la laver, il laissait les gamins s'approcher. Et cela devint une habitude. L'un voulait laver le pare-brise, l'autre s'asseoir au volant pour faire semblant de conduire, un troisième changer l'eau du seau, et tous ensemble, nous participions au lavage. Quand c'était fini, que la carrosserie brillait et que la rue était inondée, mon père nous récompensait en nous faisant monter à bord. Et nous partions tous au bois, dans cet endroit, près de la rivière, enjambé par un petit pont en forme d'arche qui paraissait sortir d'un livre de contes. Mon père arrêtait la voiture, ouvrait les portières et disait « Vous revenez dans une demi-heure !» Et nous filions nous perdre dans ce bois où on filmait toutes les aventures qu'on pouvait voir à la télévision et qui se passaient en France, en Irlande, en Espagne, en Afrique ou n'importe où dans le monde. Au milieu de ces arbres énormes, débordant de lierre et de liserons qui descendaient comme des rideaux et créaient des formes, des géants, des grottes, ou simplement le voile d'une princesse, la cape d'un roi, ou encore les murailles du château d'If d'où je devais m'évader. Merci beaucoup, belle lecture. Alors Carla, d'abord un petit détail historique pour les personnes qui ne connaissent pas forcément l'histoire de cette guerre d'Angola dans laquelle Cuba a été impliquée et quel écho elle a pu donner à une génération ou même plusieurs de Cubains. Est-ce que vous pouvez nous replacer un petit peu l'histoire dans son contexte historique? Mais d'abord, je voulais remercier énormément au Festival América parce qu'en fait, j'étais déjà invitée plusieurs fois ici. Et en plus, parce que j'étais en résidence ici il y a quelques années. Et c'est ici où j'ai commencé à écrire ces romans. Donc, je voulais remercier au Festival América, à la ville de Vincennes et à tous ces gens jolis que j'ai trouvés pendant l'écriture des premières pages de ces romans. Merci. Et alors, et à la lectrice, merci beaucoup, c'était très, très joli en français. Et alors là, c'est l'année 75, c'était l'indépendance de l'Angola, et l'Angola, c'était colonie de Portugal.
Et dans cette guerre-là, il y a eu, je pense que c'était vraiment la dernière grande guerre de la guerre froide, parce qu'ils ont participé beaucoup de gens. Il y avait 3 groupes d'indépendantistes en Angola, et il y a plusieurs des pays qui ont aidé, ont soutenu les différents groupes en Angola. Et Cuba a soutenu un de ces groupes, que c'était celle qui a déclaré après l'indépendance, s'appelle l'MPLA, que c'est tout à l'heure les partis au gouvernement. Et donc les Cubains ont participé dans une guerre que c'était, au début, c'était une mission de secret de 2 ans, que c'était que pour l'indépendance. Mais après, la guerre a continué en Angola et donc les Cubains ne sont pas partis. Et finalement, sont restés pendant 15 ans dans cette conflit, que c'était très, très long, très dur. Et tous les gens de ma génération, on a grandi avec cette guerre. Et tout le monde, on a vécu avec ça. Mon père, et maintenant c'était un peu très fort pour moi écouter la lecture, parce que mon père, les vrais pères, pas les pères d'Ernesto, mon vrai père vient de mourir il y a un mois. Et donc à lui, je dois remercier beaucoup pour les histoires qu'il m'a racontées, pour écrire ces romans aussi. Et donc mon père a été là aussi pendant 2 ans, et tous les sons de sa génération et les sons jusqu'à les gens de ma génération, les jeunes à la fin des années 80, sont partis pour cette guerre qui a passé plusieurs moments, et que c'était vraiment, c'est quelque chose que c'est encore un motif de discussion pour les Cubains, parce que c'est un sujet qui nous touche à tout le monde, parce qu'ils sont morts des gens, sont retournés des gens avec beaucoup de problèmes, parce qu'une guerre, c'est quelque chose de terrible, et 15 ans sont beaucoup des années. Voilà. Oui, c'est à la fois un livre sur la mémoire individuelle et l'histoire personnelle d'Ernesto, mais sur la mémoire collective de tout un pays par rapport à ce qui s'est passé à cette époque-là. Oui, parce que ça, c'était une chose, comme je disais, j'ai grandi avec ça, et toute ma génération a grandi avec ça, mais il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Parce que c'était un moment, d'abord, c'était la guerre froide, que c'était tous les secrets. On a grandi à Cuba avec les secrets. Donc, il y avait des choses qu'on savait après, parce que dans les moments de la guerre, on ne savait pas. En plus, c'était un moment que les communications, ce n'était pas comme maintenant. Donc, dans une guerre, les choses qui se passaient dans une guerre, il y avait les journalistes directs qui étaient là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a vécu vraiment, on a grandi en situation de guerre, et ce sont été aussi les années 80 à Cuba, qu'on était tout le temps avec la menacée pour les États-Unis, l'invasion. Donc, nous, ma génération, par exemple, on a reçu préparation militaire, tout ça. Donc, j'ai la sensation vraiment qu'on a grandi dans une situation de guerre, mais dans un pays en paix. Parce qu'on n'avait pas la guerre à Cuba, mais la guerre était dans toutes les choses de la vie. En fait, il y a beaucoup de chansons, beaucoup de façons, de phrases, des choses qu'on dit, et vraiment, on dit d'où vient cette phrase. Et ce sont des choses qui ont un rapport avec la guerre. Et on a grandi comme ça, et c'est comme la guerre, c'est une chose qui commence doucement, doucement, parce que ça, au début, c'était secret. Mais il a commencé à prendre la place, et finalement, c'était quelque chose de normal. Et ça, c'est quelque chose une guerre ne doit pas être quelque chose de normal. Et donc là, pour moi, j'ai dû lire beaucoup de choses et chercher des informations de plusieurs fontes différentes, parce que j'avais la version officielle de Cuba, mais comme je disais, dans cette guerre sont participé beaucoup de pays, et j'ai lu beaucoup de choses. Comme j'habite à Lisbonne, en plus, pour moi, c'était très intéressant de retrouver des gens qui ont participé, et des gens que parfois les Cubains étaient les amis, mais parfois c'était l'ennemi. Bien sûr, parce que dans une guerre, il y a 2 parties toujours. Et ça, c'était vraiment un processus pour moi très intéressant pour essayer de reconstruire et de comprendre, si on peut comprendre quelque chose, et ça qui s'est passé. C'est quelque chose que j'ai accompagné au personnage, parce que Ernesto devient, son obsession, c'est comprendre cette guerre et pourquoi son père a disparu. Donc, il commence à étudier ça, et c'est moi qui l'accompagnais, bien sûr, à toute la recherche là. Et là, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Et voilà, et parfois, il y a beaucoup de moments qui m'ont fait un peu très, très mal, parce que des choses que j'avais une version, et finalement, ce n'était pas exactement comme ça. Et voilà, et quand on écrit l'écriture, c'est ça aussi, c'est chercher dans l'histoire et essayer de mettre les choses en conséquence. Parce qu'on a, dans la vie, on a comme des photos.
mais quand on écrit un roman, on doit avoir toutes les liaisons. On doit savoir pourquoi s'est passé ça, comme ça. Même s'il y a des trous, des choses qu'on ne comprend pas, mais au moins, on doit avoir une chose plus qu'on peut suivre mieux. Voilà. C'est Et pas ça, facile aussi de trouver la vérité quand il y a des tas de gens qui mentent, Mais non. quand on te manipule. C'est en fait la vérité, et c'est pas moi qui va dire la vérité. En plus, il y a telle quantité de versions d'une guerre. Et c'est pour ça que j'essayais un peu de faire la version de... Pas la version, pas ce qui s'est passé. Surtout pour moi, c'était important les sentiments, l'expérience sentimentale de quelqu'un qui vit ça et quelqu'un qui perd son père dans cette guerre, dans une chose qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que les vraies raisons, on ne les comprenait pas vraiment. Et c'est ça qui m'intéressait, comment ça touche la grande histoire, touche et change la vie, la petite vie de quelqu'un qui est là. Que ce sont finalement les sujets de romans, c'est important, pas la grande histoire, c'est la petite histoire, comment la grande histoire va à nous changer la vie d'un jour à l'autre comme ça. Et alors, l'histoire d'Ernesto, ce garçon de 12 ans donc, qui perd son père, alors, en plus de son chagrin immense, il a aussi un poids énorme sur les épaules, celui d'être maintenant l'homme du foyer, puisqu'il a une petite sœur et il vit avec sa mère, mais aussi doit représenter l'homme par rapport à ses oncles qui lui disent, ben voilà, maintenant c'est toi l'homme, il a 12 ans. À l'école, c'est pareil, c'est le fils du héros, parce qu'il y a aussi à Cuba, dans ces années-là, un poids énorme donné à l'héroïsme et donc au malheur qui touche Ernesto. Et donc Ernesto, toute sa vie, va essayer de comprendre. Et il y a une phrase, très belle phrase, que son père lui répète souvent dans l'enfance, qui dit après chaque chose, il nous reste toujours l'avenir. Mais Ernesto, lui, on a l'impression qu'il n'a pas d'avenir tant qu'il n'a pas résolu ces questions. C'était un petit peu ce que vous vouliez exprimer. Oui, c'est pour ça que justement, c'est un personnage masculin, c'est un homme, parce que pour moi, c'était intéressant aussi voir ça, c'est la responsabilité. C'est quelqu'un qui a 12 ans, c'est un enfant, il jouait, il a la fille qui lui plaît, comme ça, et ce jour-là, sa vie fini, change complètement. Alors tout le monde pose sur lui la responsabilité, comme vous disiez. C'était l'homme, elle devient l'homme de la maison. Pour toute la famille, devient, voilà, maintenant tu es un homme. Elle dit, mais je n'étais pas un homme, j'avais 12 ans. Mais tu as la responsabilité pour l'école et la société. Lui, tu n'es pas Ernestico, l'enfant qui jouait là. Là, c'est le fils du héros. Et ça, à Cuba, ça a vraiment une représentation très forte parce que les héros, c'est toujours la vénération et surtout les gens qui sont partis à la guerre comme ça. Donc, ça c'est un point énorme pour Ernesto. C'est quelqu'un qui ne vit pas sa vie. Ne vit pas finalement la vie que peut-être il voulait vivre. Il vit, tout le monde fait les choix. Donc, il suit les choix que tout le monde... Il fait tout ça que les gens attendent de lui. Et c'est pour ça que c'est le fils du héros. C'est pas le protagoniste, c'est l'héros que c'est son père. Donc, il devient quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui veut étudier, il adore la littérature et tout ça, mais voilà, il devient ingénieur parce que son père était ingénieur. Donc, tout le monde attend quelque chose de lui et lui va rester comme ça. C'est un homme bloqué, je ne sais pas comment on dit en la traduction française, je ne sais pas le mot exactement, mais c'est quelqu'un qui reste comme ça, à répondre à tout ça que les gens attendent de lui. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas regarder l'avenir. S'il ne comprend pas le passé, c'est important de comprendre le passé pour continuer à vivre. Oui. Mais lui reste toujours bloqué parce qu'il ne comprend pas. Et alors, il y a quand même quelque chose d'amusant. Tous les titres de chapitres sont empruntés à des titres de livres de différents auteurs. Roman, nouvelle. Tu nous expliques? Oui, parce que ça, c'est un jeu, il y a deux jeux, parce que les personnages, comme je disais, ils adorent la littérature, tout ça, donc tous les titres sont des grands livres qu'il est en train de lire à ce moment-là, sont des livres de formation qu'on lit quand on est tout jeune comme ça. Moi, j'ai relis tous ces livres pendant l'écriture, c'est super. Et alors là, ces jeux aussi, il y avait un jeu avec son père,
il aimait beaucoup le cinéma, donc il faisait toujours des histoires avec les titres des films avec sa femme, non? Et Ernesto fait la même chose avec sa copine, qui est devenue son épouse. Après, il dit, avec les grands livres et les titres, on peut dire n'importe quoi, déjà, on peut faire un grand discours. Et donc, c'est un jeu littéraire et que ça, c'est joli. Eh bien voilà, merci beaucoup. Ouais, je voudrais vraiment insister pour dire que c'est un livre vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà, l'écriture, les personnages, l'intrigue, c'est vraiment admirable. Et merci à Christophe Daniel de la librairie La 25e heure, Paris 15e, pour ces belles lectures qu'il nous propose maintenant de partager avec vous. Vous savez qu'ici, au Café des libraires, on vous donne envie de poursuivre la rencontre des auteurs à travers leurs livres, qu'ils signent d'ailleurs à la fin des cafés. Donc, je vous rappelle les titres de ceux qu'on a évoqués là tout de suite. Carla Suarez, Le fils du héros, paru aux éditions Métellier. Jacqueline Woodson, Un autre Brooklyn, paru aux éditions Stock. Et Christopher Jansma, New York Odyssey, paru chez Rue Fromentin. Nous allons installer le plateau pour recevoir un jeune auteur débutant qui s'appelle John Irving, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, donc nous allons vous le présenter dans un instant.